officielle, Caroline Brun. Bienvenue dans Grand Paris. Comme tous les lundis, c'est notre émission spéciale politique face à la campagne. Vous en connaissez le principe. On demande à des élus de terrain, des responsables franciliens, des responsables politiques d'Île-de-France de juger cette campagne, de la passer à l'aune de ce qu'ils en pensent, eux qui sont pragmatiques et aux commandes, je dirais, localement. Je reçois aujourd'hui Dominique Bertinotti. Bonjour. Vous êtes maire socialiste du 4e arrondissement parisien. Marie-Christine Arnautu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable nationale Île-de-France du Front National. Nicole Borvo, bonjour. Vous êtes sénatrice Front de Gauche de Paris. Et Linda Asmani, bonjour. Vous êtes conseillère centriste de Paris. Vous soutenez donc François Bayrou du MoDem. C'est une émission placée sous un signe évidemment très particulier aujourd'hui avec cette actualité dramatique de Toulouse, cette fusillade meurtrière devant un collège juif qui a fait 4 victimes, dont 3 enfants. On a entendu le discours de Nicolas Sarkozy, les mots de François Hollande, l'indignation évidemment partagée par toute la classe politique qui appelle à la solidarité nationale. Benoît Hamon a annulé son point de presse au Parti Socialiste et a dit que la campagne était suspendue. Marine Le Pen demande l'annulation de son débat ce soir sur France 2 son débat ce soir sur France 2. Est-ce qu'il faut suspendre la campagne, Madame Bertinotti? Je ne sais pas s'il faut suspendre la campagne. En tout cas, il faut qu'il y ait des temps qui d'abord saluent la douleur et la mémoire des personnes qui ont été tuées dans des conditions absolument atroces. Et je pense qu'il faut que nous marquions tous et toutes notre solidarité dans ces moments d'épreuve. C'est un moment d'épreuve que traverse notre nation et nous devons pouvoir exprimer notre solidarité et donc par diverses actions et manifestations. Ça veut dire peut-être un sentiment d'union nationale qu'on n'a pas tellement eu jusqu'à présent depuis le début de cette campagne. Oui, je crois qu'il y a des moments qui sont des moments où il faut que la nation se retrouve solidaire dans l'épreuve. Et c'est une épreuve. Marie-Christine Arnautu, on comprend que Marine Le Pen ait demandé l'annulation du débat. En même temps, c'est pas forcément très simple compte tenu du caractère technique compliqué pour l'audiovisuel. On sait qu'on rentre dans la deuxième phase de la campagne. C'est vrai, cela étant, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un crime épouvantable et je crois que quand on est, en plus d'être responsable politique, on est mère de famille, c'est insoutenable. Madame Borvo, Linda Asmani, vous voulez ajouter un mot? Bien sûr, c'est une tragédie et moi je fais le vœu surtout que on arrête. Voilà, parce que on dit qu'il y a des similitudes avec ce qui s'est passé avec les militaires, enfin la tuerie des militaires. Oui, non, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut que ceux qui sont, qui doivent faire leur travail surtout. C'est ça qui est important, et la solidarité avec les victimes, enfin les familles des victimes. Voilà, pour le reste, c'est déjà politicien. Linda Asmani? Oui, on ne va pas polémiquer. Je crois qu'on ne polémique pas sur un drame. C'est une espèce d'horreur. Je crois qu'on était tous consternés ce matin. On peut éviter la récupération politique? Non, mais je crois qu'on peut l'éviter. Si tout le monde joue le jeu, on peut peut-être éviter la récupération politique. Il se trouve que hier, toute la journée au Palais des Congrès de Paris, c'était les assises du judaïsme français, où le ministre de l'Intérieur est venu expliquer que les écoles confessionnelles et les synagogues et tous les lieux de culte, d'ailleurs qu'ils soient juifs ou non, faisaient l'objet de renforcement de sécurité. Bon, c'est un drame évidemment que ceci arrive aujourd'hui. Il y avait évidemment le représentant de François Hollande et de François Bayrou. Bon, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureusement des drames qui sont déjà arrivés dans le passé. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment important parce qu'on est dans la campagne officielle et je salue plutôt l'initiative des candidats qui considèrent qu'il faut suspendre la campagne. Oui, je crois que la vie d'enfant mérite bien que... On n'a pas fait beaucoup de choses pour les enfants, pour les droits des enfants de façon générale, depuis 20 ans, pas forcément sur cette mandature. C'est un peu, effectivement, regrettable et je pense que ce serait un signe, parce que ce sont des enfants. Merci Linda Asmani. Alors, la campagne va donc entrer à partir de 17h30 dans ce qu'on appelle sa deuxième phase, puisque les candidats seront donc cette fois-ci officiellement désignés par le Conseil constitutionnel. Je voudrais savoir si, Dominique Bertinotti, au fond, ce que vous avez globalement pensé de cette première phase, et puisque vous attendez la deuxième phase, parce qu'on dit que les grands candidats ont plus à perdre à la deuxième phase que les plus petits.
Je ne sais pas si les grands candidats ont à perdre. Ça fait partie de la vitalité de notre démocratie. La première phase, c'était une façon, en tout cas pour François Hollande, d'abord de démontrer que nous sommes un peu en pointe dans notre démocratie. Le principe des primaires qui fait qu'à un moment donné, ce sont plus de 3 millions d'électeurs qui se sentent concernés par le choix de celui ou de celle de celui, en l'occurrence, qui va porter l'espérance d'alternance. Je trouve que c'est un signe de vitalité démocratique et justement qui n'est pas politicien. C'est comment on peut associer au plus près le citoyen de la décision politique. Donc cette première phase, je la trouve très positive et très encourageante pour justement permettre d'exprimer et de rapprocher la politique du citoyen quand on voit un peu la défiance qui s'exprime de la part de nos compatriotes. Marie-Christine Arnautu, alors cette première partie de la campagne a été marquée par l'affaire des parrainages. On a vu que finalement Marine Le Pen les avait. Est-ce que en 2017, vous pensez que cette question devra réellement être changée ? J'espère qu'elle va être changée au lendemain du deuxième tour, parce que c'est vrai que ça a été infernal. C'est vrai que, je veux dire, moi je l'ai déjà dit, je pense assez inacceptable que des candidats comme M. de Villepin ou Mme Lepage ne puissent pas se présenter. Cette loi est tout à fait à bout de souffle, il faut impérativement la réformer, mais il faut réformer en même temps, je crois, tout le système démocratique avec, par exemple, l'institution de la proportionnelle à toutes les élections et en tout cas arrêter cette course au parrainage qui est ridicule et qui a mis en plus dans des difficultés les maires de petites communes rurales qui se sont sentis mis sous tutelle des communes d'agglomération et franchement ça n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Nicole Borvo, on peut se passer d'une réforme des parrainages ? Moi, je ne suis pas contre une réforme des parrainages, mais pas pour que les parrains soient anonymes. Donc, non, mais sur l'idée, on n'est probablement pas sur la même longueur d'onde. Oui, les citoyens, bien sûr, bien sûr. En même temps, le parrainage des élus, c'est très démocratique. Donc un peu des deux. À condition qu'il n'y ait pas de chantage. Linda Asmani. Moi, je me demande si, au fond, il ne faut pas rendre obligatoire le vote citoyen et d'une certaine façon aussi engager les élus. C'est notre responsabilité d'élus de donner notre parrainage et peut-être de rendre obligatoire que chaque élu fait évidemment ce qu'il veut, mais rendre obligatoire qu'un élu parraine un candidat. Ça me semble franchement être sans doute la meilleure solution pour ne pas avoir d'arrangement. Oui, mais vous voyez, vous avez dit vote au lieu de dire parrainage. C'est assez révélateur. J'ai dit les deux. Rendre le vote obligatoire. Vote est secret. Donc les 36 000 maires... le vote est secret. Rendre le vote obligatoire et rendre aussi le parrainage obligatoire de la même façon. Merci, on va marquer une pause. Je vous retrouve tout de suite sur ce plateau. 22h, 23h sur BFM Business. New York-Paris avec David Doba et Emmanuel Dutheil. Tous les soirs, un aller-retour Paris-New York pour englober toute l'info du jour de New York à Paris. Le Business US, analysé depuis les bureaux de la rédaction à New York, l'actu européenne décortiquée depuis nos studios à Paris. New York-Paris, l'économie vue des deux côtés de l'Atlantique. New York-Paris, Emmanuel Dutheil, David Doba, 22h, 23h sur BFM Business, le grand show de l'écho du dollar à l'euro. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. 14h13, vous êtes sur BFM Business avec un marché parisien qui reste sous son niveau d'équilibre pour le moment. On prend tranquillement nos bénéfices après 8 séances consécutives de progression. Le CAC perd 0,73%, on est à 3568 points. Petit coup d'œil sur les autres places européennes où il y a une césure assez nette entre les grandes places et les places périphériques, puisque si l'Eurostock 50 perd 0,5% avec le DAX qui en lâche 0,63%, eh bien du côté du sud de l'Europe, à savoir à Madrid, à Lisbonne, à Milan ou encore à Athènes, c'est du vert que l'on observe et notamment une hausse d'1,8% du côté de la bourse grecque. Sur les palmarès à Paris, Peugeot, Alcatel, Veolia, 3 plus fortes hausses, Saint-Gobain, Vinci, EADS, les 3 plus fortes baisses et un Eurodoll qui est à 1,3150. BFM Business, Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Caroline Brun.
Nous reprenons notre débat sur la campagne présidentielle à l'aune des élus de terrain. Je rappelle que je reçois Dominique Bertinotti, maire socialiste du 4e arrondissement de Paris, Marie-Christine Arnautu, secrétaire nationale Île-de-France du Front National, Nicole Borvo, sénatrice de Paris pour le Front de Gauche, et Linda Asmani, hier de Paris, du MoDem. Alors, ce week-end, la presse ne parle que de ça aujourd'hui. C'était le grand moment Mélenchon. La presse s'amuse en disant c'est la deuxième prise de la Bastille, une mobilisation un peu exceptionnelle. Nicole Borvo, alors à quoi est-ce que vous attribuez cette montée du candidat que vous soutenez? Et puis, je dirais, à qui profite cette progression réellement? Écoutez, on ne peut être que satisfait parce que moi je suis une élue communiste, j'ai contribué à la création du Front de Gauche et on a démarré la campagne au mois de juin l'année dernière à Stalingrad avec 5000 à peu près dehors déjà, 5000 participants. Hier, plus de 100 000, indiscutablement, on ne va pas quereller sur les chiffres. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de querelle de chiffres. Voilà, quelque chose d'extraordinaire qui rassemblait le peuple, disons, de gauche, largement, parce que c'était pas simplement des électeurs du Parti communiste ou de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, c'était des salariés, tous ceux qui, déjà depuis un moment quand même, se manifestent parce qu'on délocalise les entreprises, parce que les salaires sont trop bas, parce qu'il y a beaucoup trop de chômeurs. Cela était là hier, des jeunes, beaucoup de jeunes, pour qui un langage quand même de combativité, d'espoir et de changement marque les esprits. Il y avait des jeunes qui n'avaient jamais participé à une quelconque manifestation, au rassemblement de rue, au meeting qui étaient là. Donc c'est tout à fait formidable, et c'était d'ailleurs, ça se voyait, pas la peine d'en parler, c'était formidable malgré le temps pluvieux. Alors Dominique... Et vous m'avez posé une question, à qui ça profite? Oui. À la gauche. À la gauche. Alors c'est le débat, parce qu'il y a beaucoup qui disent, non, justement, non, Dominique à la gauche et au changement. Tout à fait. Voilà, parce que pour que la gauche réussisse et durablement, il faut qu'elle soit bien à gauche. Et de ce point de vue, tous ceux qui étaient là hier, c'est ce qu'ils pensent. Dominique Bertinotti. Oui, sur le dernier point, je partage tout à fait les Ça coupe pas l'herbe sous le pied de François Hollande. Non, je pense que d'abord, il y a des éléments de convergence. Nous savons que nous sommes dans le même camp. Et je pense que ça, c'est important lorsque Nicole Borvo dit qu'il s'agit effectivement de faire en sorte que la gauche puisse être véritablement en capacité de succéder et de mettre fin à ce bilan catastrophique de Nicolas Sarkozy. Nous sommes d'accord. Je pense qu'il y a des éléments, il faut savoir entendre, il y a des éléments de convergence. Dire qu'il faut remettre l'humain au cœur de tout et d'avoir des mesures aussi radicales, je pense que c'est quelque chose que nous partageons. Peut-être que notre point de nuance et de différence, on n'appelle pas nous à l'insurrection. Et pourquoi on n'appelle pas à l'insurrection? Car je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui se doter des moyens qui vont permettre de battre Nicolas Sarkozy. Et que là, pour le coup, nous avons une responsabilité importante. C'est ce qu'attendent une grande majorité de Français, et c'est d'en finir avec l'ère Sarkozy, et qu'à ce titre-là, voilà, moi je pense qu'il faut qu'il y ait aussi, que François Hollande puisse capitaliser aussi nombre de voix dès le premier tour pour qu'il y ait une formidable dynamique. Mais nous savons que dans cette dynamique du second tour, il y aura le Front de Gauche et Jean-Luc Mélenchon. Il y aura rassemblement. Marie-Christine Arnautu, alors Jean-Marie Le Pen était interviewé par Le Parisien dimanche et il a dit à propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est le bourgeois méchant homme. Vous nous décryptez ? Oui, enfin, il l'a dit plusieurs fois, ça. Mais moi, je crois qu'au-delà de tout cela, il y a une stratégie, effectivement, du gouvernement qui réussit pas mal, d'ailleurs, parce que Mélenchon, c'est cette espèce de grenade jetée dans le camp de la gauche, parce que réunir aujourd'hui... Quelle expression? Ben oui, mais enfin, c'est un peu oui, ça, parce que c'est vrai que vous voyez bien dans les sondages, si tant est qu'on leur donne de l'importance, que se tasse au profit, justement, de Mélenchon. Pas du tout. Mais si, pas bien regardé. mais je comprends que ça vous dérange. Non, ça me dérange pas, mais c'est pas vous avez dit
dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure que je voudrais relever parce que vous avez dit que les chiffres n'avaient pas été contestés lors de cette manifestation. Beaucoup moins que à la quand il y a Bastille. une manifestation. Oui, enfin c'est la de première grévistes. fois parce que d'habitude on a toujours le chiffre officiel le chiffre officiel des organisateurs et puis le chiffre de la préfecture. Là, la préfecture n'a pas du tout contesté cette prise de la Bastille. On se dit il y avait du monde, Marie-Christine Arnautu. Ah mais j'ai pas dit qu'il y avait pas de monde, Voilà. mais j'ai dit que On c'est va pas regarder, intéressant. Madame Arnautu. Si, j'ai regardé. Intention comme ça. Mais outre cela, et moi ce que je trouve peut-être un peu plus grave, parce que on a entendu quand même des mots qui, moi, ne me plaisent pas. Je vous le dis franchement, quand j'entends parler d'insurrection, Citoyenne. oui, mais enfin insurrection Citoyenne. aussi. Quand j'entends parler de revanche finalement vis-à-vis des patrons, vis-à-vis des riches, quand j'entends parler d'encore plus de régularisation de sans-papiers, d'immigration, moi je me dis, et pardonnez-moi, que cette idéologie-là est une idéologie qui fait preuve d'une certaine escroquerie intellectuelle, parce que faire croire à des ouvriers aujourd'hui qui sont déjà dans une détresse sociale terrible, faire croire qu'avec un petit père des peuples, un petit Robespierre comme Monsieur Mélenchon, tout va s'arranger avec les mesures qu'il préconise. Moi, je vous dis franchement, madame, je trouve ça d'abord dangereux. D'abord dangereux parce qu'il ne faut pas créer comme ça de l'espoir chez une classe qui est déjà qui vit assez de difficultés aujourd'hui, avec des solutions qui, de toute façon, j'espère que vous le savez, ne sont absolument pas aptes à rapporter en France le plein emploi, les usines et à réindustrialiser la France. N'apporte Si, pas Mais le y a plein pas- emploi. on n'a jamais entendu de Nicole Borvo. solution de Madame Le Pen. Donc écoutez, Ah bah, c'est écoutez, quand même navrant. alors, Tous les gens qui étaient là hier, vous savez, c'est ceux qui travaillent dans les usines. Non, C'est pas les mythiques. c'est ceux- Ils travaillent dans les usines. On les ferme, on vous délocalise. n'avez pas le monopole de les l'électorat, dividendes Linda Asmani. cessent de croître. Vous ne dites jamais rien contre les patrons. Donc, Ah non, mais attendez, mais oui, contre mais les grands attendez, patrons, on oui. connaît Contre les grands patrons, vous savez très les bien moyens qu'on le dit. patrons, vous avez un langage Ah, très les PME et les TPE, on ne les met pas dans les mêmes sacs, effectivement. Toujours à la division et à la haine entre les gens. Or, Madame. hier, ce qui était le symbole de ces 100 000 personnes qui étaient dans la rue, Il manquait c'était la plus- solidarité, il la manquait plus que l'appel fraternité. à la guillotine hier. Non, mais vous savez. franchement, Et ne parlez pas de ça, vous faites Alors, pour la peine de Linda, mort. une seconde, on vous entend plus, mesdames. C'est très dangereux. Linda Asmani, Nicole Borvo, Linda Asmani dit vous n'avez pas le monopole du salariat. Ah bon, ça vous c'est n'avez- vrai vous parce que n'avez pas quand le on regarde en monopole. plus les études évident. d'opinion J'ai sur pas le dit vote que c'est Mélenchon, évident. Premièrement, On deuxièmement, parlait des solutions tout à l'heure. Linda Asmani. Mélenchon Pas qui tout est à fait un pareil. homme cultivé, c'est le moins que l'on puisse dire, même s'il aime être cette espèce de caricature de gouailleur, d'homme du peuple, etc. C'est un type extrêmement cultivé, je le sais, et il a des vraies références. Il sait donc que la Bastille n'a pas été prise par le peuple dans l'histoire, que la Révolution, ce ne sont pas les pauvres gens qui l'ont fait, mais ce sont bien les bourgeois pour s'emparer du pouvoir. Je dis ça au passage, puisque c'est un homme d'histoire, et qu'il entendra, et que je sais que vous entendrez ma petite allusion aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est totalement légitime, mais vous savez, au fond, quand on le voit aujourd'hui dans les sondages, il est à 10-11%. Et si vous faites le calcul de l'ensemble des voix d'extrême gauche, ou de la gauche, je ne sais pas, on va pas chipoter sur les mots maintenant, en 2002 et en 2007, au fond, on arrive bien à peu près à une dizaine de pourcentages. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui les incarne, c'est lui qui catalyse tout ça, parce que honnêtement... mais il y a un succès personnel réel de cette Non, mais campagne. c'est C'est quand même évident. celui qui Ce que je progresse veux le dire, plus. c'est qu'il ne fait qu'ajouter et il ne fait que déshabiller, au fond, Lutte ouvrière et les autres partis d'extrême gauche, Nathalie Arthaud et puis Monsieur Poutou. qui effectivement, au lieu de faire 3 ou 4 chacun, eh bien Mélenchon va sans doute faire. Pourquoi vous parlez de ce déshabiller que je veux dire, c'est qu'en réalité, parce que c'est lui. C'est une image, évidemment, déshabiller le corps électoral. Et que ça vous lui- savez, les citoyens sont des Mais personnes libres. Mais le Et pouvoir, ils votent il est pour qui incarné. ils ont Mais envie bien de sûr. voter. Mais le Mais faut pouvoir, pas il est leur incarné. mentir. Il est incarné par une personnalité. Et bien, force est de reconnaître que quand même, M. Mélenchon fait de la politique depuis 30 ans. C'est quand même pas le cas ni de Nathalie Arthaud ni de M. Poutou. Donc, évidemment, il y a quand même pas photo. Il n'y a pas de match Arlette entre les Laguiller trois. aussi a fait de la Oui, politique pendant mais plus de 30 monsieur ans. Mélenchon a été ministre de la République. Je n'ai pas de souvenir de l'avoir entendu dire qu'il fallait faire la révolution et une insurrection. Je sais qu'il aime bien les oxymores.
morte, parce que insurrection citoyenne, c'est un peu contradictoire, mais c'est un peu la traduction politique. Est-ce qu'on peut dire que c'est la traduction politique de ce que M. Essel nous a montré avec beaucoup de succès, qui était indignez-vous. Il y a un petit côté indignez-vous traduit en politique. Je pense que Dominique Bertinotti. il y a effectivement dans la société actuelle des hommes et des femmes qui souffrent avec beaucoup de violence de l'intensité de la crise et qui entendent tout à fait ce message de l'indignation, effectivement, car je ne sais pas s'il faut reprendre la Bastille, mais ce que je sais, c'est qu'il y a encore des Bastilles à détruire et que pour le coup, il faut, là où nous pouvons avoir à la fois des éléments de convergence, il faut aussi, nous sommes dans un système présidentiel où il faut que nous puissions donner véritablement toutes les chances aux candidats qui est en capacité de mettre un terme à l'ère Sarkozy. Je reste profondément convaincue qu'il faut le faire avec François Hollande. Pourquoi ? Parce que c'est aussi sa capacité à rassembler. C'est ça il faut trouver un candidat qui rassemble. Et je suis convaincue qu'effectivement, il va rassembler bien au-delà des frontières traditionnelles du Parti socialiste ou des sympathisants. Alors Dominique Bertinotti, tout à l'heure, Nicole Borvo disait, elle répondait à ma question, à qui profite la montée de Mélenchon ? À la gauche. Est-ce que c'est pas un peu simpliste de dire ça? C'est votre point de vue, il est tout à fait respectable. Marie-Christine Arnautu, on sent une forme de gourmandise, notamment à droite, avec cette montée de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolée de m'énerver un peu, mais ce qui devrait intéresser les responsables politiques dans une campagne électorale, a fortiori présidentielle, c'est qu'est-ce qui profite au peuple français. Or, je suis navrée de vous ramener aux solutions, mais enfin, quand Mélenchon, il rassemble les socialistes, les trotskistes, les communistes. Donnez vos solutions concrètes pour régler le chômage. Il rassemble des citoyens, chère madame. Non. Allez. Vous pouvez me laisser parler des solutions. Enfin, ne dites pas, il rassemble les trotskistes, les socialistes et je ne sais on va quoi. parler de l'Europe, puisque c'est la solution essentielle qui se met au cœur de la campagne d'ailleurs, particulièrement cette fois-ci. Comment faites-vous, vous d'un côté, Monsieur Hollande, qui dit oui, je vais aller renégocier les traités européens, mais enfin en même temps, je vais surtout pas effrayer la grande finance. De l'autre, les communistes qui vous disent nous, on veut tout dénoncer, mais en même temps, Monsieur Laurent, qui est président du parti de gauche européen, le PGE, fait partie de ce parti de gauche européen, madame, vous le savez très bien, il est financé par la Commission de Bruxelles et qui finance le parti de gauche européen à la seule condition que vous fassiez européens, ils sont financés par qui ? On n'a pas de groupe, nous. Que vous fassiez ils sont payés quand même. Ils sont payés Oui, mais ils sont payés par des Européens. Ils sont payés par nous. Nous proposons, ne refusez pas de siéger. On vous l'a dit 25 fois, nous proposons de sortir de cette Europe de Bruxelles, de revenir à la souveraineté de nationale. C'est de la propagande qui ne démontre rien, madame. C'est de la propagande qui ne démontre rien. Si vous ne voulez pas changer... Nicole Borvo qui répond à Marie-Christine. Vous faites de la propagande qui ne démontre rien sur l'Europe. Nous proposons de changer d'Europe, pas de revenir sur l'Europe. Nous proposons d'abord, je vais vous dire, considérer que l'Europe n'existe pas. Une solution extrêmement démocratique. Ah mais oui, mais moi je ne suis pas dans le dogme. Et nous proposons de soumettre les traités européens au référendum. Vous savez, référendum égale démocratie. Voilà, demander l'avis du peuple de temps en temps et le respecter accessoirement. Sur tout abandon de souveraineté. Mais oui, mais pas Monsieur Hollande, c'est embêtant. Nicole Borvo, finissez, on conclut. C'est embêtant, au deuxième tour, ça va être compliqué. François Hollande s'est engagé à renégocier le dernier traité. À aucun moment il n'a parlé de référendum. Il s'est engagé à renégocier le traité actuel et nous faisons fort et de convaincre que le les peuple partenaires. Français demande un référendum. On marque une pause, on vous retrouve toutes les quatre dans quelques instants. Madame Borvo, on marque une pause, on ne peut pas faire autrement. Vous croyez ? BFM Business, numéro 1 sur l'économie. 14h28 sur BFM Business et un marché parisien qui reste sous son niveau d'équilibre, moins 0,66%, 3570 points. Du rouge aussi sur l'Eurostock 50, moins 0,41%. Pour l'indice des grandes valeurs de la zone euro, 3 fortes hausses en ce moment. Peugeot, plus 3,2. Veolia Environnement, plus 1,52. Alcatel-Lucent, plus 1,52 également. Derrière, les autres progressions sont beaucoup plus modestes. À la baisse, Saint-Gobain, moins 72. Vinci, moins 61. EADS, moins 1,6%.
Également, si on sort de l'indice, à noter quelques dossiers dans les mid-cap qui sont très entourés. C'est le cas notamment de Transgène qui bondit de 22,16% à 12,46 ou encore d'Imedia qui prend 19,2% à 3,29 €. Du côté des devises, aux dernières transactions interbancaires, l'eurodoll se négocie contre 1,3153 et puis le pétrole à Londres sur le Brent de la mer du Nord, on est à 125,90 $. Je vous rappelle le CAC 40 qui est en repli de 0,67% à 3570 points. Bientôt 14h30 sur BFM Business, voici l'essentiel de l'info et c'est Sophie Tussaud-Michel. La fusillade de Toulouse est une tragédie nationale. Déclaration de Nicolas Sarkozy à Toulouse qui décrète 1 minute de silence dans les écoles. Demain, elle se tiendra à 11h. Le président promet que tout sera mis en œuvre pour retrouver le tueur. Il annonce que Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, restera sur place le temps qu'il faudra. Nicolas Sarkozy s'est rendu à l'école juive Ozar HaTorah, le lieu de la fusillade. 4 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 3 enfants. Un individu a ouvert le feu devant et à l'intérieur de l'établissement. Nicolas Sarkozy se dit interpellé par la similitude entre cette tuerie et les meurtres de parachutistes dans la région. Le procureur a également estimé qu'il y avait des éléments sérieux sur un lien entre les 3 tueries. Le ministre de l'Intérieur a ordonné un renforcement de la sécurité autour des lieux professionnels en France. Des marches silencieuses auront lieu à 17h tout à l'heure à Toulouse et puis à 20h à Paris. Et puis à la suite de cette tuerie, c'est la classe politique qui est chamboulée. Benoît Hamon, porte-parole du PS, annonce que la campagne est suspendue pour honorer la mémoire des victimes. Marine Le Pen, pour sa part, demande à France 2 d'annuler son débat ce soir avec Eva Joly, Arnaud Montebourg. La liste définitive des candidats pour la présidentielle sera connue ce soir. C'est le président du Conseil constitutionnel qui la rendra publique à 17h30. Sauf surprise, il devrait donner les noms de 10 candidats. De violents combats la nuit dernière à Damas. Ils ont opposé des déserteurs et des soldats dans un quartier qui abrite les services de renseignement. Ces combats se sont déroulés peu avant l'arrivée d'experts internationaux pour négocier une trêve. 14h31 sur BFM Business et le journal de l'écho, c'est avec Aurélie Blonde. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis. Emmanuel Dutheil, le correspondant de BFM Business. Emmanuel, c'est l'ouverture à Wall Street. La bourse de Paris est aujourd'hui dans le rouge. Qu'en est-il à New York ? Alors nous on ouvre à l'équilibre ce matin avec notamment le Dow Jones qui est quand même un petit peu dans le rouge. On perd 0,1, 13 217 points pour l'indice Dow Jones. On est vraiment à l'équilibre sur le S&P, moins 0,06, 1403 points pour l'indice large. Quant au Nasdaq, moins 0,02, 3054 points, 33 pour l'indice à dominante valeur technologique. Donc malgré tout, une ouverture un tout petit peu dans le rouge ici aux États-Unis, mais cette ouverture est un petit peu moins prononcée dans le rouge que ce que les futurs laissaient entendre. À noter une action qui est particulièrement suivie. Aujourd'hui, l'action Apple qui lance pour la toute première fois depuis 1995 un dividende et un plan de rachat d'actions. C'est 45 milliards de dollars qui vont être dépensés sur les 3 prochaines années. Apple qui dit qu'il va devenir le groupe, en tout cas l'un des groupes américains qui va le payer de dividendes, ce qui est un revirement très important pour l'entreprise, puisque jusque-là, Apple ne versait donc pas de dividendes. Steve Jobs était opposé à cette pratique, mais le groupe avait 98 milliards de dollars de cash. Il fallait donc bien en faire quelque chose. Les investisseurs le réclamaient et ils saluent ce matin cette opération puisque l'action est quasiment en progression de 2%. On est aux alentours de 600 dollars à nouveau ce matin pour cette action Apple. Mais beaucoup de dossiers à arbitrer ce matin sur ces marchés américains. UPS qui rachète TNT Express. Je pense que vous allez en parler dans un instant, Aurélie. Puis à noter de façon peut-être plus anecdotique, mais Starbucks ouvre aujourd'hui son tout premier bar à jus de fruits. Il avait racheté une marque qui s'appelle Evolution Fresh et le groupe veut lancer une gamme similaire à ce qu'il a aujourd'hui avec Starbucks, c'est-à-dire des restaurants cafés un petit peu partout à travers le pays. Donc le tout premier ouvre aujourd'hui à Bellevue, c'est à côté de Seattle, si vous avez envie de vous faire un petit jus d'orange, Aurélie. Merci Emmanuel, et vous l'avez dit, UPS est parvenu à ses fins. Le leader mondial de la livraison de colis rachète son concurrent néerlandais TNT, un mariage à 5 milliards d'euros. Cette opération lui permet
permet de se renforcer en Europe et de talonner l'allemand DHL, le numéro 1 européen de la messagerie. Le Qatar poursuit ses emplettes en France. Le fonds souverain de l'Émirat est encore monté au capital de Lagardère. Il détient désormais 12,8% des parts et un peu plus de 10% des droits de vote. Selon un avis de l'AMF, il pourrait d'ailleurs proposer sa nomination au conseil de surveillance de la société. Total s'intéresse au gaz de schiste en Chine. Le groupe discute avec Sinopec pour créer une co-entreprise d'exploration et de production dans le pays. Déclaration de Christophe de Margerie dans un entretien au Wall Street Journal. Le PDG se dit ouvert à une nouvelle montée au capital de la Chine. L'analyse de Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital. La Chine, c'est le nouvel Eldorado pour Total. On l'a vu la semaine dernière déjà avec un premier protocole d'accord pour la construction d'un complexe de raffinage donc dans la zone de Zhangjiang en Chine. Et là, on l'a vu avec l'interview de Monsieur de Margerie dans le Wall Street Journal hier soir. C'est un préaccord pour une joint venture avec Sinopec, donc pour tout ce qui est recherche et production de gaz de schiste en Chine. Donc c'est une bonne avancée pour Total, surtout que les Chinois sont très ambitieux sur ce gaz. Et donc ils ont des gros objectifs de production dans les prochaines années. C'est 60 à 100 milliards de mètres cubes par an qu'ils veulent sortir d'ici 2020. Et donc c'est aujourd'hui que ça se décide pour être prêt en 2020. Thibaut François, cofondateur et associé de Fastea Capital, il était aujourd'hui sur BFM. Renault-Nissan double sa capacité de production en Indonésie. L'Alliance va investir 400 millions de dollars dans son usine sur place contre 100 millions initialement prévus. L'objectif est de produire 250 000 véhicules par an d'ici à 2014. Le problème des micro-fissures de l'A380 sera réglé d'ici la fin de l'année. Airbus annonce une solution pour le 4e trimestre. Les réparations s'étaleront jusqu'à la fin 2013. La Grèce aura bientôt un nouveau ministre des Finances. Comme prévu, Evangelos Venizelos quitte son poste pour diriger le Parti socialiste dont il a été élu hier. Il doit remettre sa démission dans la journée au Premier ministre. François Hollande s'engage à ne supprimer aucun emploi à Fessenheim. Le candidat socialiste a répété ce matin qu'il comptait fermer la plus vieille centrale de France d'ici 5 ans. Selon lui, les salariés pourraient être affectés à son démantèlement ou reconvertis dans les énergies renouvelables. Après la vague de suicides à la Poste, la direction réagit. Le PDG annonce des ajustements dans la réorganisation qui est en cours. L'ouverture du capital de l'entreprise à ses salariés est repoussée de 6 mois. Par ailleurs, un grand dialogue sera mis en place au niveau national pour améliorer la cohésion sociale. Un mot de la bataille des télécoms. La riposte se durcit chez Bouygues Télécom. L'opérateur revoit en profondeur son catalogue de forfaits avec à la clé des baisses de prix. Depuis l'arrivée de Free sur le marché, le groupe a déjà perdu plus de 130 000 clients. Et BFM Business, il est 14h36. BFM Business, Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Nous reprenons notre débat sur la campagne présidentielle jugée par les élus de terrain, les responsables politiques d'Île-de-France. Je rappelle que je reçois Dominique Bertinotti, maire socialiste du 4e arrondissement de Paris, Marie-Christine Arnautu, secrétaire nationale Île-de-France du Front National, Nicole Borvo, sénatrice Front de gauche de Paris, et Linda Asmani, conseillère centriste de Paris, soutien du MoDem. Alors bien sûr, dans les mesures concrètes pour lesquelles vous avez, j'imagine, un regard tout à fait acéré. Il y a ces mesures emploi qui sont distillées au fur et à mesure de la campagne. C'est bien sûr la préoccupation numéro 1 des Français. Hier, Nicolas Sarkozy a fait une proposition sur M6 qui était notamment d'alléger la fiscalité des entreprises pour favoriser l'emploi des seniors. Alors, Dominique Bertinotti, on sait que François Hollande avait une mesure choc, le contrat de génération. Au fond, l'emploi des seniors, c'est un peu la quadrature du cercle. Mais vous savez que ce que propose comme ça, de façon un peu comme ça, imprévue et impromptue, Nicolas Sarkozy, était une mesure qui existait déjà, qui n'a pas été appliquée. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant les 5 ans où il était aux responsabilités? Moi, je voudrais quand même élargir quand même le débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que la question de l'emploi passera par justement une relance de la croissance. Et si François Hollande a réuni ce week-end dernier tous les responsables progressistes d'Europe, c'est bien pour voir comment, dans le cadre de ce nouveau traité européen qu'il faudra effectivement donc renégocier, il y ait absolument un volet croissance et sur quel type d'industrie on va pouvoir fonder cette croissance. Car sans cela, qu'est-ce que ça veut dire une Europe qui ne propose que l'austérité et qui est
c'est une façon d'humilier encore un peu plus les peuples. Et j'entendais dans les mesures qui ont été présentées, quand je vois qu'on parle d'Eldorado chinois pour Total, mais que Total, déjà, en payant des impôts en France, participe à la redistribution et contribue justement à régler les problèmes de pouvoir d'achat que connaissent nombre de nos concitoyens. C'est comme cela, c'est une forme de redéfinition d'une Europe fondée sur une Europe de la croissance qui permettra de retrouver de l'emploi. Marie-Christine Arnautu, c'est une politique générale qu'il faut pour l'emploi des seniors ou il faut quand même des mesures ciblées? J'ai envie de dire, Madame Martinotti, c'est très bien tout ce que vous dites, mais pourquoi votre groupe de gauche socialiste s'est abstenu lors du vote du mécanisme européen de stabilité? Il fallait voter contre. Et parce que il fallait voter contre, puisque évidemment vous savez très bien que entre ce que vous dites et vos actes, et puis Nicolas Sarkozy qui dit aimer le peuple, il va falloir une fois pour toutes comprendre qu'on ne peut pas aimer les Français et en même temps aller dans le sens de tous ces traités européens qui sont incompatibles avec le plein emploi. Voilà. Donc sur les chômeurs là, les personnes âgées, j'allais dire non parce que j'en fais partie. Seniors, on va dire. Non, je reviens sur ce que j'ai dit, pas du tout. On va dire je crois que c'était les 55-65 ans à peu près. Alors, en général, ils ont fait l'objet de beaucoup de mesures au sens où on a rendu plus difficile leur licenciement, mais visiblement sans succès. Ça marche pas parce qu'on fait des plans de départ. En même temps, on rallonge le temps de la retraite. Quand même, il y a 60%, j'ai regardé avant de venir exactement, 60% de cette tranche d'âge au chômage, ce qui est catastrophique parce que dès lors que vous êtes au chômage, évidemment, on va aller vers la paupérisation de cette tranche d'âge, y compris d'ailleurs dans l'accès aux soins qui vient pour les retraités, etc., etc. Donc je regrette de vous le dire, mais il y a deux solutions. D'abord, sortir de cette Europe de Bruxelles une fois pour toutes et reprendre notre souveraineté nationale. Et puis aussi plutôt... Si. Mais si, parce que c'est toutes les mesures économiques qui vont avec, de protection. Ah ben oui, mais c'est pour vous, des frontières hexagonales. Et la deuxième proposition, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous êtes dans le dogme, l'irréversible. Voilà, c'est comme ça, donc il faut aller dans le mur. La deuxième proposition, une fois qu'on a réindustrialisé, c'est d'arrêter de soutenir justement que l'État arrête de donner un soutien quasi exclusif aux grandes entreprises, mais au contraire favorise enfin les PME et les TPE françaises. Là, on a toute une série de mesures tout à fait simples, tout à fait applicable, y compris d'ailleurs dans les collectivités de gauche comme les conseils régionaux, qui donnent rarement d'ailleurs, voire jamais, la priorité aux PME du coin. Pas vrai. C'est une affirmation mais je peux vous citer des tas, je peux vous citer le cas de Liège, qui a été sauvé grâce à la région. Quand on a favorisé Bombardier au Canada au lieu de favoriser Alstom, c'est un bon exemple concret. Mais Alstom, c'est une grande entreprise. Pardon, c'est une grande entreprise. Oui, mais c'est pas une PME. Oui, mais enfin, Nicole Barbeau, on va vous répondre. Favoriser les entreprises françaises avant les autres. Linda Asmani après Nicole Barbeau. C'est quand même regrettable aujourd'hui qu'il faille trouver toujours des boucs émissaires et comme par hasard, l'histoire se répète dans l'Europe. Mais quel bouc émissaire? C'est l'Europe. Encore aujourd'hui, c'est la faute des dirigeants européens et pas de l'Europe. L'idée de l'Europe, enfin... Mais soyez pas de mauvaise foi. Évidemment que quand on parle de l'Europe, on parle de la Commission européenne, de la Troïka, de tous ces gens non élus. Non, c'est ceux qui sont élus. Chacun doit prendre ses responsabilités. Quant à l'emploi, ceux qui créent à la mesure emploi, parce que j'aimerais que vous donniez tous votre avis. Il faut créer des richesses, et ce sont bien les entreprises qui créent des richesses. Ce ne sont pas les lois, malheureusement. Pardonnez-moi de dire à Monsieur le Président que ce ne sont pas les lois qui créent de la richesse. Ça, mais le cadre juridique, c'est important quand même. Non, mais bien sûr. Mais j'ai l'impression quand même que chaque jour, on a une mesure pour une catégorie de la population. Alors avant-hier, c'était pour telle catégorie. Aujourd'hui, c'est pour les seniors. Et puis peut-être que demain, enfin, on va s'interroger aussi sur le travail des handicapés, parce qu'il y a de vraies problématiques d'emploi dans notre pays. Et voilà. Alors pourquoi aujourd'hui les seniors, alors qu'il y a effectivement des dispositifs aujourd'hui qui ne sont pas appliqués, appliquons déjà les textes de loi plutôt que de faire des lois sur des lois et sur des lois. Et je le redis, ceux qui créent de la richesse dans notre pays, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont les petites entreprises, évidemment pas les grandes, même si les grandes doivent contribuer à l'effort national. Mais ça ne vous interpelle pas, vous,
donc si on parle de loi, que 80% des lois nationales du Parlement ne soient ni plus ni moins que des répliques des directives européennes. Ça vous dérange pas? Nicole Borvo. Je voudrais quand Sur même ce dire point. globalement que ce sont les Et les chefs parlementaires d'État qui français. font la politique européenne et pas des technocrates. Ça, c'est encore des boucs émissaires. Ce sont les fonctionnaires européens. Non, c'est les chefs d'État. Quand Jacques Delors était président de la Commission européenne, il siégeait au même rang que les chefs d'État. Or, il n'a jamais été élu, enfin que je sache, à moins que vous ayez. Non, mais ça crée quand même un trouble. Entre les chefs d'État, la Ça crée un trouble quand même devant Moi, ce que je devant voudrais le dire, peuple. c'est que la mesure Sarkozy pour les seniors, elle existe déjà, comme l'a dit Madame Bertinotti. Elle était noir sur blanc dans la loi, la réforme des retraites. Elle a été en partie appliquée quelquefois. Le problème, c'est que on augmente la durée de travail et la durée de cotisation, donc on met des personnes au chômage. Sans retraite, vous voyez, donc on augmente les retraites, et depuis qu'on favorise entre guillemets l'emploi des seniors, parce que je suis parlementaire depuis un bout de temps, et depuis que, en tout cas, la droite est là depuis 2002, et Sarkozy et sa majorité depuis 2007, chaque année il trouve des mesures pour favoriser l'emploi des seniors. Or, le chômage des seniors a augmenté de 16%. Mais qu'est-ce dans la que dernière propose le période. Front de gauche alors sur Alors, ce point particulier? D'abord, J'en reviens à ma nous question, sommes c'est des pour la mesures retraite, générales ou c'est nous des sommes pour la mesures retraite ponctuelles? à 60 ans. Ensuite, on ne peut pas créer de l'emploi si on ne contribue pas, on ne peut pas réduire le chômage, pardon, si on ne contribue pas à créer des emplois. Alors pour créer des emplois, il y a beaucoup de conditions qui ne sont pas du tout réunies. C'est-à-dire, il faut d'une part augmenter le pouvoir d'achat, et d'autre part, il faut faire beaucoup d'efforts pour un investissement dans la recherche, l'industrie, parce que c'est l'emploi industriel qui s'en va. Mais il y en a plus Quand les d'industrie. entreprises n'embauchent pas des Il y en a plus catégories, des classes d'industrie. d'âge, qu'est-ce qu'on Mais fait? pourquoi? Parce que les entreprises, il y a des entreprises qui sont en difficulté par une baisse de la demande. Et c'est-à-dire quand il y a carnet de en commandes. France 9 millions de personnes qui sont dans une situation sociale extrêmement difficile, des gens qui gagnent 900 € par mois. On ne peut pas vivre avec 900 € par mois, particulièrement en Ile-de-France, mais même ailleurs. Ensuite, il y a des gens au Et si on chômage. relance le pouvoir d'achat, vous pensez que ça bénéficiera automatiquement Mais bien aux entendu, seniors? parce que C'est un tout. les classes populaires, quand on augmente leur pouvoir d'achat, elles le dépensent immédiatement. Quand on augmente sans arrêt, comme le fait Sarkozy depuis 2007, le pouvoir d'achat des plus riches, par les dividendes, par les stock options, par tout ce qu'on connaît. Enfin, les riches se sont largement enrichis, mais ils ne le dépensent pas dans la consommation de produits de production industrielle, nationale, ni d'ailleurs pas nationale. Et quand ils achètent moins cher, c'est parce qu'ils ont effectivement des salaires très bas. Donc, il y a un besoin à ce niveau-là, au niveau du pouvoir d'achat, parce que de toute façon, ce n'est que justice sociale que les gens attendent. Ils en ont assez que les riches s'enrichissent et que les plus modestes s'appauvrissent. Et puis, il faut une relance de l'investissement. Et c'est pas par... Merci Nicole Borvo. On va y revenir c'est parce pas qu'on par la marque une règle pause. d'or aveugle des On vous retrouve tout de dépenses qu'on pourra faire de l'investissement.
Il est 14h47, vous êtes sur BFM Business et un marché parisien qui continue de prendre ses bénéfices. Le CAC perd 0,6%, en ce moment 3574 points. Tendance que l'on observe également sur les grands indices de la zone euro, puisque l'Eurostock 50 lui aussi est dans le rouge, moins 0,26%. Mais enfin, la baisse a tendance à s'atténuer au fil de cette séance qui passe. D'ailleurs, de nombreuses places sont désormais au-dessus de leur niveau d'équilibre. C'est le cas à Bruxelles et c'est le cas, mais ça l'est depuis un petit peu plus longtemps aujourd'hui, dans le sud de l'Europe, notamment à Lisbonne, notamment à Madrid, notamment à Milan et de façon plus marquée à Athènes où la bourse reprend 1,9%. Si on s'attarde sur les principaux arbitrages en cours à Paris, il y a Peugeot, plus 3,66%. C'est la plus forte hausse de l'indice. En cause, une précision apportée par General Motors sur l'accord avec Peugeot. Du coup, les investisseurs jouent le dossier. On est à 13,60 €. Derrière, on trouve Alcatel-Lucent qui prend 1,85% et puis Veolia Environnement. Ça se passe désormais plutôt bien pour ce titre depuis maintenant plusieurs séances. Veolia reprend 1,57%. On est à 12,95 €. Du côté des baisses, EADS toujours pénalisé par les soucis de micro-fissures sur les ailes de la 380, moins 1,58% à 30,61. Également malmené Saint-Gobain, moins 1,4 ou Vinci, moins 43%. Du côté des valeurs hors CAC 40, à noter Page Jaune qui s'envole de 6,03% et Fimalac qui ferme la marche, moins 2,42. L'eurodoll, lui, est à 1,31,59. BFM Business, Grand Paris, face à la campagne présidentielle, Caroline Brun. Nous reprenons notre débat sur la campagne présidentielle jugée par les élus d'Île-de-France, les responsables politiques d'Île-de-France. Alors on a senti une certaine tension quand même arriver maintenant qu'on est à un petit peu plus d'un mois du premier tour. Dominique Bertinotti, on a vu Nicolas Sarkozy attaquer de manière frontale François Hollande qui ne souhaite pas lui répondre sauf à dire que le tout sauf Hollande était passé donc dans le camp de la droite. Et on a vu en même temps Ségolène Royal ce week-end faire une attaque elle aussi et répondre de manière très vive en disant que Nicolas Sarkozy se représentait pour bénéficier de l'immunité parlementaire. Ça va être comme ça, je dirais, le dernier mois de la campagne ? Je pense qu'il fallait siffler la fin de la récréation. Nicolas Sarkozy a adopté une tactique qui est de dégrader le débat. Parce qu'en dégradant le débat, c'est une façon de ne pas avoir à rendre compte de son propre bilan. Vous savez, à Villepinte, d'entendre un président de la République qui dit « j'ai appris et j'ai compris », et au nom de cela, il faudrait l'exonérer de tout son bilan, c'est profondément choquant. Parce que s'il lui a fallu 5 ans pour apprendre et pour comprendre, c'est particulièrement désastreux et grave et on en mesure les mesures. Et donc, il fait comme si, une fois qu'il est rentré dans sa peau de candidat, il n'a plus à porter le bilan. Et je pense que en dégradant et en demandant aussi à ses propres affidés de dégrader le débat, c'est une façon de dégoûter, je dirais, une partie de nos concitoyens et de leur interdire d'avoir un débat présidentiel de qualité. Donc de temps en temps, il faut rappeler certaines vérités. C'est ce qu'a fait Ségolène Royal. Et en disant les choses très clairement, je pense que ça va certainement, et je l'espère, mettre un terme à cette dégradation du débat voulu par Nicolas Sarkozy. Linda Asmani. Honnêtement, c'est ni à Ségolène Royal ni à qui que ce soit de mettre un terme à la dégradation du débat politique. Je crois que c'est aux candidats eux-mêmes à prendre leurs responsabilités. Je pense que... Est-ce qu'on peut faire une campagne en gants blancs ? Non, mais sans doute non. C'est pas une promenade de santé, une campagne électorale quelle qu'elle soit municipale, législative et encore moins présidentielle. Est-ce qu'il y a eu des affaires ? Je ne sais pas. Je ne suis pas juge, moi. Et je souhaite en revanche que toute la lumière soit faite sur toutes les affaires et que les coupables soient condamnés. Alors là, moi, je suis intransigeante. Et si Nicolas Sarkozy, tout ce qui était demandé, que la justice se fasse. Si Nicolas Sarkozy a des choses à se reprocher, bien écoutez, c'est sûr que s'il n'est plus président, ce sera sans doute plus facile. Mais plus globalement sur la dégradation je crois que la bipolarisation aussi de cette campagne fait qu'il y a ce genre de dérapage de part et d'autre, mais plutôt du côté de Nicolas Sarkozy, j'en conviens. Et c'est vrai qu'il a eu quand même d'abord abaissé la fonction. Les affaires du PS local sortent aussi en ce moment. Il a d'abord abaissé la moment pour dire ça. C'est pour ça que je dis que personne n'a de leçons à donner à personne. Si on reprend toutes les affaires du Parti socialiste dans les années 80, enfin, on n'est pas là pour faire le procès et pleurer sur le lait renversé. Honnêtement, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les Français et le regard qu'ils ont effectivement sur les débats politiques aujourd'hui. Oui. Je crois qu'ils sont
profondément écœurés, qu'ils ne comprennent rien, que pour eux, c'est une caste, c'est une élite qui s'envoie comme ça des petits messages, des petits scuds et C'est pas les vrais sujets, comme on dit. Non, je crois que ce sont pas les vrais sujets et je crois que ça contribue à dévaloriser la parole République politique. abaissée par les affaires, c'est un vrai sujet. Je ne dis pas le contraire. Je pense que justement, je crois que votre candidat est aussi favorable au retour d'une République je morale. crois que François Bayrou, qui est quand même aujourd'hui, je voudrais quand même le rappeler, dans les intentions, dans les opinions, il est en tête de tout, de bonnes mœurs. Il est jugé comme crédible, il est jugé comme quelqu'un de sérieux. Voilà, lui aussi, il a participé à des gouvernements dans le passé, comme Monsieur Mélenchon. Et tout le monde a le droit de se tromper et de dire aujourd'hui ce qui ne va pas. Mais je trouve qu'il y a une vraie dégradation, effectivement, de la parole politique. Sans doute Nicolas Sarkozy a-t-il donné le là lorsqu'il a abaissé lui-même la fonction de président de la République. Je n'en disconviens pas. Marie-Christine, je crois que les Français lui réservent une bien mauvaise surprise. Qu'il faille remplacer la République des Intouchables par une République irréprochable, oui, incontestablement. Pour ça, nous proposons, nous aussi, plusieurs mesures. Et je signale que le Front National n'a jamais dans les affaires de droite ou de gauche. Maintenant, sur le reste, vous avez raison. Je pense que cette bipolarisation contrainte, qui encore une fois prouve que le vote du peuple, on s'en fout finalement, et qui risque, vous savez, il y a la sonnette d'alarme de l'abstention qui commence à clignoter un petit peu. Ça, je pense que c'est beaucoup plus dangereux. 30% estimé dans le dernier sondage mais enfin, JDD, ça, c'est de la responsabilité entière des deux qui veulent bipolariser cette élection, alors qu'elle n'a pas à l'être. Je vous donne un exemple extrêmement précis qui date de la semaine dernière. Sondage chez les jeunes. Marine Le Pen arrive en numéro 2. Hollande, en l'occurrence, Marine Le Pen. Eh bien, qu'est-ce qu'on propose comme deuxième solution aux jeunes, au deuxième tour, Hollande-Sarkozy. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il faut que l'UMPS participe à cette élection et que tous les autres n'interviennent pas. Maintenant, ce qui m'a aussi inquiété dans cette première partie de campagne, et j'espère que ça va changer vraiment, c'est toute cette violence. Violence morale, violence d'invective, et puis violence physique aussi. Le Front National n'est pas réputé pour... écoutez, madame, c'est pas nous qui avons été attaqués les meetings de M. Hollande, ceux de M. Mélenchon et ceux de M. Bayrou, et qui avons empêché les militants d'y assister, loin s'en faut. Ce sont les militants du Front de gauche avec les communistes. Voilà, il y a eu des blessés, ça c'est insupportable. Et dernière chose, je rappelle aussi que Marine Le Pen a mis en ligne son projet présidentiel depuis le 19 novembre, qu'aujourd'hui nous sommes le 19 mars, vous voyez, eh bien, depuis tant de semaines, c'est pratiquement impossible d'avoir des débats projet contre projet. On est beaucoup dans les petites phrases, les petites promesses. Elle était quand même bien invitée sur ce plateau même, et elle a pu pendant une heure donner son point de vue. Nicole Borvo aussi. Je vous rassure. Écoutez, je voudrais que Nicole Borvo conclue. Plan médiatique, heureusement, la victimisation et la l'égalité sur le programme. Heureusement que l'égalité. Heureusement qu'il y a un programme, parce que chaque fois qu'elle est invitée, Madame Le Pen, il n'y a rien sur le programme. Mais vous ne devez pas l'écouter souvent, madame. Alors, la conclusion, je vous engage à le faire. Nicolas Sarkozy, il a abaissé la fonction présidentielle en captant tous les pouvoirs, mais en abaissant la fonction. Et je crois qu'effectivement, il faut en finir. Moi, j'ai déposé une proposition de loi pour que l'immunité du président de la République, je le dis au passage, ne s'exerce que sur ce qui a trait à sa fonction, que pour le reste, le président de la République, comme n'importe quel citoyen, puisse être redevable devant la justice. Comme ça simplifierait beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé avant qu'il soit président de la République, lui ou d'autres précédemment. Ensuite, moi je crois qu'il y a un besoin effectivement de moralité, il y a les gens en ont assez, et ça rejaillit sur tout le monde. Les errements de certains rejaillissent sur tous les politiques. Donc ça, c'est très regrettable. Quant au climat, moi je trouve que Madame Le Pen, elle devrait dire merci à Nicolas Sarkozy, parce qu'il a agité la haine depuis 2007 et ça fait voter Le Pen. Donc vous devriez... Mais vous êtes dans des fantasmes permanents au Parti communiste. C'est embêtant. C'est embêtant. Vous êtes dans des grands fantasmes. À ce débat donc les Français animé. juger. Merci mesdames. Nous avons rétabli la parité sur ce plateau aujourd'hui, exceptionnellement 4 femmes. Demain, on parlera de l'arrivée des Pieds Noirs en Île-de-France, deuxième région qui les a accueillis. Intégral Bourse, c'est juste après le journal de l'économie. – 6h, 9h sur BFM Business,
Good Morning Business avec Stéphane Soumier. Le premier brief pour bien attaquer la journée. Dès le réveil, toutes les infos qu'il vous faut pour être efficace au bureau. Chronique, édito de spécialistes, interview de grands patrons. Good Morning Business, 3 heures de direct, 100% éco. Good Morning Business, Stéphane Soumier, 6h-9h. Écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. 14h58, vous êtes sur BFM Business avec un marché parisien qui reste pour le moment